À 41 années-lumière d'ici, autour d'une étoile lointaine, existe une planète qui défie pratiquement tout ce qu'on pensait possible. Un monde où la surface chauffe à des températures capables de transformer la roche en vapeur. Un monde où l'atmosphère apparaît, disparaît, puis réapparaît comme si quelqu'un jouait avec un interrupteur. Un monde si riche en carbone qu'une partie de son manteau pourrait être composée de diamants sous pression extrême. Cette planète existe vraiment et elle s'appelle 55 Cancri. Bienvenue dans l'œil d'Orion. Cette super-Terre boucle un tour complet autour de son étoile en 18 heures. Une année entière en moins d'une journée terrestre. Cette proximité la transforme en enfer, 2500 à 3000 degrés, assez pour fondre la roche, la liquéfier, la volatiliser. Un océan de magma où rien ne reste solide. L'une des surfaces les plus hostiles de la galaxie observable. Mais ce qui a rendu ce monde célèbre, c'est autre chose. En 2012, des chercheurs ont suggéré qu'elle serait peut-être dominée par le carbone. Là où la Terre contient surtout de l'oxygène, du silicium et du fer, 55 Cancri pourrait contenir énormément de carbone. Et sous la pression colossale d'une super-Terre, 8 fois plus massive que la nôtre, le carbone se transforme en diamant. Selon leur modèle, jusqu'à un tiers de la planète pourrait être constitué de diamants dans ses profondeurs. Pas une surface brillante digne d'une publicité, mais un intérieur où le diamant serait simplement un état naturel de la matière sous pression. Depuis, les astronomes restent prudents. On ne parle pas d'un monde entièrement de diamants. Mais l'idée d'un intérieur fortement carboné reste cohérente avec sa densité et les observations spectrales. Cette possibilité ouvre la porte à une catégorie complètement nouvelle de planètes carbonées, très différente de celles que nous connaissons. Et puis il y a ce qui n'aurait jamais dû se produire, son atmosphère. Par moments, les télescopes détectent une atmosphère composée de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone. Quelques mois plus tard, cette atmosphère semble avoir disparu. Puis elle revient. Le télescope James Webb a observé ces variations en 2023 et 2024. Aucune explication simple ne suffit. L'hypothèse la plus solide implique un cycle basé non pas sur l'eau, comme sur Terre, mais sur les roches. Les minéraux s'évaporent du côté jour brûlant, sont transportés par des vents violents vers le côté nuit, se recondensent, puis retournent vers le côté éclairé où ils s'évaporent à nouveau. Un cycle minéral complet. Ce processus extrême pourrait expliquer pourquoi l'atmosphère apparaît et disparaît à intervalles irréguliers. La planète est ici très probablement verrouillée gravitationnellement. Un côté fait face à l'étoile en permanence, l'autre reste plongé dans la nuit éternelle. L'hémisphère éclairé est un enfer lumineux. Mais voilà le problème, l'hémisphère sombre reste extrêmement chaud, bien plus que prévu pour un côté censé être dans l'obscurité totale. Une grande partie de la chaleur est transférée du côté jour vers le côté nuit. Ce transfert pourrait être assuré par des vents supersoniques, une atmosphère instable, un océan de lave en mouvement ou un processus que l'on ne maîtrise pas encore. Quand on observe la chaleur émise par la planète lors de différentes campagnes, on constate qu'elle change. La quantité de lumière infrarouge qu'elle renvoie dans l'espace n'est pas constante. Quelque chose bouge réellement sur ce monde. Une atmosphère partielle, des remontées de lave, des épisodes d'évaporation massive ou des phénomènes encore inconnus. Plusieurs modèles récents proposent que la surface pourrait alterner entre une phase entièrement liquide et une phase où une croûte fragile se forme temporairement. Cette croûte, très fine, pourrait se solidifier quelques heures avant de fondre à nouveau sous l'effet du rayonnement. Cela expliquerait pourquoi la signature thermique change d'une observation à l'autre. Une surface liquide émet beaucoup plus de lumière infrarouge qu'une surface temporairement solidifiée. Une alternance jamais observée auparavant sur une planète rocheuse. Et l'intérieur pourrait être encore plus surprenant. Si la planète contient réellement une forte proportion de carbone, des phases cristallines de diamants se forment probablement dans les profondeurs, là où la pression est immense. Pas une planète de diamants visible depuis l'espace, mais une structure interne unique, où le diamant jouerait un rôle majeur dans la dynamique interne, la convection et peut-être même dans la façon dont la chaleur est stockée et libérée. Pour comprendre ce monde, les astronomes utilisent plusieurs techniques complémentaires. Le transit planétaire révèle sa taille. L'éclipse secondaire mesure la chaleur qu'elle émet. La courbe de phase indique comment la répartition thermique change au cours de l'orbite. Quand ces mesures varient d'une année à l'autre, cela montre que quelque chose change réellement dans l'atmosphère ou la surface. Et c'est exactement ce que l'on voit. On sait aussi que cette planète rejette probablement des matériaux dans l'espace. Les vents stellaires extrêmes pourraient arracher des particules directement depuis sa surface et les disperser dans le vide.
Ce processus d'ablation expliquerait en partie la disparition soudaine de l'atmosphère. Et si la surface est active, avec des remontées de magma ou des fontaines volcaniques, de nouveaux matériaux pourraient alimenter une atmosphère temporaire avant d'être arrachés à nouveau. Ce qui complique l'étude de cette planète, c'est que toutes les observations doivent être indirectes. Aucun télescope ne peut voir sa surface directement. Les astronomes analysent la lumière de l'étoile et détectent les minuscules variations causées par la présence de la planète. Quand elle passe devant son étoile, on mesure sa taille. Quand elle passe derrière, on détecte la chaleur qu'elle n'émet plus. Quand elle tourne, on capte les fluctuations qui révèlent comment la chaleur est distribuée. Chaque mesure contient du bruit, mais un portrait cohérent se construit. La composition de cette planète pourrait aussi dépendre de l'endroit exact où elle est née dans le disque protoplanétaire. Si elle s'est formée loin de son étoile, là où les matériaux carbonés étaient plus abondants, cela expliquerait pourquoi elle semble si différente des planètes rocheuses de notre système solaire. En migrant vers l'intérieur, elle aurait conservé une partie de ces matériaux tout en étant remodelée par la chaleur extrême. Une planète née froide, devenue un enfer incandescent. Cette histoire de migration soulève une question plus large. Combien d'autres super-terres ont subi le même destin ? Les modèles de formation planétaire suggèrent que les migrations sont fréquentes, surtout dans les systèmes jeunes où le disque de gaz peut encore pousser les planètes vers l'intérieur ou l'extérieur. Ce monde pourrait être l'exemple visible d'un processus beaucoup plus courant qu'on ne le pensait. Des dizaines, peut-être des centaines de super-terres dans notre voisinage galactique ont probablement connu des trajectoires similaires. Certaines ont survécu, d'autres ont été englouties par leur étoile. Et quelques-unes, comme celle-ci, se sont stabilisées juste à la limite, dans une zone où la destruction est permanente mais jamais complète. Ce type de monde pourrait représenter une étape transitoire dans l'évolution planétaire, un instantané cosmique d'une planète en train de mourir lentement sur des milliards d'années. Les scientifiques s'interrogent aussi sur la résistance de ce monde. Normalement, une planète exposée à autant de chaleur, autant de rayonnement et autant de marées gravitationnelles devrait perdre une partie de sa matière au fil des milliards d'années. Et pourtant, 55 Cancri est toujours là. La perte de matière est probablement plus lente que prévu, ou sa structure interne, possiblement riche en carbone, est étonnamment résistante. Les futures observations vont se concentrer sur plusieurs objectifs précis. Comprendre comment la chaleur circule entre les hémisphères, déterminer si l'atmosphère se reforme sur un cycle régulier ou aléatoire, et surtout identifier les signatures chimiques du carbone dans les couches profondes. Si ces signatures sont confirmées, ce monde deviendra officiellement l'un des premiers mondes carbonés observés dans le voisinage galactique. Cette super-terre représente l'un des meilleurs laboratoires naturels que nous ayons pour comprendre la physique des mondes extrêmes. Un monde où la roche s'évapore, où l'atmosphère joue à cache-cache, où le diamant pourrait composer une part majeure de l'intérieur. Un monde qui refuse de rentrer dans nos catégories et qui, précisément pour ça, élargit notre compréhension de ce qu'une planète peut devenir. Ces cas extrêmes nous rappellent que la galaxie n'a pas lu nos manuels. Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, garde les yeux levés. Quelque part, à 41 années-lumière, un monde de diamants et de lave continue sa danse infernale autour de son étoile.